Salut Roger. Bonjour. C'est un honneur, Merci beaucoup. un plaisir. C'est mon plaisir aussi. Voilà. Je suis ravi d'être à Paris de nouveau. Vous avez dit quelque chose de génial. Vous avez dit quand vous étiez petit, quand je vais grandir, je vais être une des plus grandes stars de tennis. Et plus personne ne remarquera mon gros nez. Moi, j'ai grossi et ça se voit toujours. Arrête. Tout le monde a ses rêves. Hein. Et moi, j'avais le rêve aussi d'être un grand joueur de tennis un jour. De venir d'un petit pays comme la Suisse. C'est rare qu'on peut-être on rêve aussi loin que ça, mais peut-être j'y ai vraiment cru. C'est pour ça que je suis arrivé. Le nez, il est toujours le même, mais ça va. J'aimerais parler d'un match qui a changé votre vie, c'est le match face à Pete Sampras. Ouais. Cette victoire, c'est comme si vous aviez gagné Wimbledon à l'époque. Ouais. Quel souvenir vous avez du moment où on vous a dit « ça y est, la balle de match » Oui, alors c'était, je crois, la deuxième fois que je suis tombé à genoux dans ma carrière à ce moment-là. La première fois, je crois, c'était en Coupe Davis quelques mois plus tôt à Bâle, chez moi en Suisse, dans ma ville en fait, quand on a gagné contre les Américains. J'avais ramené les 3 points et quelques mois plus tard, je jouais Sampras sur le central à Wimbledon. C'était aussi mon idole, à côté de Edberg et Becker. Et quand j'ai vu le tableau, je savais que peut-être 4e tour, voilà, il y a la chance de peut-être de jouer contre Sampras. Lui, il sera là, moi, je ne sais pas. Et pour finir, j'ai vraiment fait un super match, énorme match. J'ai sauvé des balles de break au 5e set, peut-être avec un peu de chance. Je crois qu'il y avait des demi-volées et tout. Voilà, d'un coup, à balle de match, je me suis dit, c'est sûr qu'il va servir le coup droit. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Et je l'ai attendu et je fais le coup droit long ligne pour le point gagnant. Et c'était comme inexplicable. C'est les émotions trop fortes. Je restais sur les jambes, je suis parti sur les genoux. Après, je me suis écroulé, roulé. Je cours vers Sampras parce que lui, il a fait serve volley. Il m'attendait déjà au filet. Je ne voulais surtout pas le laisser attendre. Et après, je ne suis pas sûr de lui serrer la main normale ou un peu plus sportif tennis. Parce qu'à l'époque, on avait encore les deux. Et on voit le handshake, il était complètement à travers. Mais en tout cas, c'était pour moi le plus joli match de tous les temps, pour moi en tout cas. Ouais. C'est qui le premier regard que vous avez croisé après la victoire? Alors moi, je pense que c'était quand je me suis relevé et je regardais vers mon entourage. Et vous pouvez imaginer ça, ces moments, ces émotions, c'est trop quoi. En plus, sur le central de Wimbledon, c'était mon premier match sur le central en fait. J'avais jamais joué avant. Et tout mon entourage, je sais plus si mes parents ils étaient là, mais en tout cas ma femme aujourd'hui, ma copine était là, mon coach forcément avec qui on avait beaucoup bossé tous les années. Et moi-même, forcément, j'avais des émotions très fortes. Alors d'être là à ce stage-là et de pouvoir me concentrer pendant 3-4 heures, pour moi c'était un énorme exploit. Je tenais à parler de ce match parce que pour moi, ce match raconte Roger Federer. C'est ça. C'est-à-dire que la victoire n'est jamais perdue. Même quand on perd, on se dit, il y a moyen de gagner. Est-ce que c'est ça votre mentalité? Oui, pour moi c'était assez compliqué, je dirais, au début en fait, parce que comme je suis peut-être un joueur un tout petit peu nonchalant, on a l'impression, on voit que quand je joue, c'est avec pas beaucoup d'efforts, on dit, pas sorti le bol sur le terrain. Jusqu'à un certain degré, je comprends et je vois d'où ça vient, parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de bruit quand je frappe dans la balle. C'est vrai que la technique, elle a l'air assez simple, mais il y a beaucoup de travail derrière. Alors j'avais beaucoup de problèmes en fait au début de ma carrière, que les gens ont quand même vu qu'il y avait un effort quand je perdais. Souvent ils ont dit, tu t'en fiches ou pourquoi tu te bats pas plus? Et c'est parce que peut-être je transpirais pas autant ou je criais pas autant quand je frappais dans la balle. Alors pour moi-même, de trouver cette rage de vouloir gagner, de ne pas vouloir perdre, pour moi, j'ai vraiment dû la chasser et la trouver. Et je pense qu'avec des matchs comme ça, j'ai pu le prouver à moi-même que je peux aussi gagner des matchs à l'arrache ou en me battant et peut-être pas jouer mon meilleur. Mais ça raconte toute votre vie, ce match. Oui, il y a certains matchs comme ça, surtout en 5-7, où tu passes tous les différents étapes et comme un chat, tu as plusieurs vies, tu sais, et quelquefois ça va mieux, quelquefois ça va terrible. Mais de pouvoir à la fin quand même gagner, surtout contre la légende de Sampras, pour moi c'était, comme tu dis, un match phénoménal et ça m'a beaucoup appris. C'est vrai, c'est un peu ma vie en fait. Ouais. Et il y a aussi quelque chose de dingue, c'est que le Roger que j'ai en face de moi n'est pas celui de 1998, d'il y a 20 ans. Ouais. À quel moment il y a eu le déclic
pour dire ok, je me focus et en fait je comprends le sens du détail. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Tout le monde dit Roger Federer a changé en devenant calme. Moi j'ai l'impression que vous avez changé en comprenant le détail. Oui, et je pense que tous les joueurs doivent comprendre ce côté-là. Je pense que c'est comme un peu le alpiniste, tu sais, qui va dans la montagne. Et à un moment donné, tu as l'altitude et tu as l'air qui est très fine. Et si tu commences à faire des erreurs, bah, ça peut vraiment très mal se terminer. Et c'est les détails à la fin qui te font arriver au sommet en fait, de cette montagne. Et moi, j'ai dû aussi trouver mon chemin, si vous voulez. Et pour moi, c'était assez complexe de pouvoir le faire. Alors, bah, je pleurais beaucoup quand je perdais les matchs. Après, je balançais beaucoup les raquettes. Je les cassais pas, je les balançais avec une bonne tactique que ça cassait pas. Comme ça, j'ai pas dû m'expliquer à mes parents ou à mes coachs toujours. Bah, j'ai encore besoin d'une autre raquette, à mon sponsor et tout ça. Alors, en 2001, après, j'avais un moment très clé. J'avais joué à Hambourg. J'ai perdu, en fait, un match. Peut-être j'aurais dû gagner. Mais bon, je me suis tellement énervé de mon comportement que je me dis, maintenant, c'est fini. Je vais essayer d'être méga calme. Et j'ai réussi à faire ça à Roland. Je fais quart de finale. Après, quart de finale à Wimbledon en battant Sampras. Et je me suis prouvé qu'en fait, ça marche. Mais le problème, c'est derrière, je suis devenu méga calme, trop calme. En fait, je faisais des coups incroyables. Normal, je ratais des smashs, normal, pas de problème. Et c'est là où j'ai commencé à détester en fait la situation parce qu'en fait, ce feu est un peu parti. Et pendant une année, j'ai essayé de retrouver comment je dois me comporter pour avoir la bonne balance. Et à un moment donné, c'est revenu forcément et j'ai trouvé, par parler avec mes coachs, mes parents, ma copine, mes copains, peut-être comment ça doit se passer sur un terrain et en dehors pour que je veux gagner chaque point. Parce que j'ai l'impression que le retour à ce Roger, parce que la personne que j'ai en face de moi revient à Roland-Garros, n'a plus peur d'aucun combat, garde le feu et le calme. Et j'ai l'impression que ce qui vous a donné ce mélange-là, c'est pas l'esprit de revanche, c'est une attitude de gratitude. Ouais, j'ai l'impression que la gratitude... Je me sens vraiment très chanceux, honnêtement, d'être sur le tour encore, d'avoir autant de fans. En plus, ici à Paris, encore plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que je me bats avec la langue et j'essaye de donner un maximum. Mais c'est vrai que je sens beaucoup de gratitude vis-à-vis des gens, mais aussi moi-même. Il y a 20 ans en arrière, quand je suis arrivé ici pour la première fois, quand j'ai reçu une wildcard et j'ai joué sur le Lenglen contre Pat Rafter. Et aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé 20 ans plus tard que j'allais gagner un Roland-Garros, plusieurs finales, aussi tous les premiers tours défaites que j'ai eus, que ça allait tellement me marquer, en fait, ce Roland-Garros. Mais c'est vrai que c'était très intéressant. En plus, ce n'était pas l'objectif de rater les 3 dernières éditions de Roland. C'est venu comme ça, par problème de genoux, par la vie avec les 4 enfants, de vouloir avoir le temps pour moi-même aussi de faire les entraînements et peut-être pas changer les surfaces tout le temps. Et pour finir, on est revenu, voilà, je suis là cette année et je me réjouis énormément de pouvoir à nouveau jouer sur le Châtrier ou l'Englen ou n'importe quel terrain et de ressentir la foule et donner mon maximum. Voilà. À la fin, peut-être je reviens avec un peu moins de pression cette année, mais à la fin, je sais que les gens veulent me voir longtemps. Alors, quand même une certaine pression. Mais quand on a autant de victoires, quand on a le plus grand palmarès de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire une défaite maintenant? Est-ce que c'est juste jouer qui est important? Non, tu peux pas juste tu peux pas juste aller jouer et dire ouais, c'est sympa d'être à Paris. Si je perds en 3-7, ça va aussi parce qu'en fait, j'étais là, j'ai fait tous les interviews, mais à la fin, je suis quand même un vainqueur. Je veux dire, à la fin, je veux gagner. Et quand tu perds, tu es déçu. Et si tu n'es plus déçu, bah, peut-être là, c'est le moment vraiment d'arrêter. Ce que j'arrive à vite faire, c'est de switcher rapidement. Je rentre dans les vestiaires, je suis forcément défait ou voilà, un peu triste et il y a un certain calme. Et après, je sais que je dois me remettre pour la conférence de presse. Je dois me remettre après pour voir ma famille, mes enfants. Et aussi, je n'ai pas envie de rester trop triste trop longtemps, honnêtement. Et la journée, elle continue quand même. Souvent, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai perdu. Alors, l'analyse se fait très rapidement. Et voilà. Alors, à la fin, c'est assez simple, mais j'ai appris ça par beaucoup d'années qui ont passé, beaucoup de matchs. Ce qui est bouleversant avec vous, Roger Federer, c'est votre rapport à l'humanité. Vous êtes dans la catégorie des surhommes, Zidane, Jordan. C'est-à-dire, c'est les sportifs de légende. Quand on rentre dans ce club,
ce qui est fascinant, c'est la capacité d'être un humain, alors que les gens vous voient comme un surhomme avec des actions sportives incroyables. Et cette humanité, c'est souvent quand vos larmes partent dans un match, quand vous évoquez votre coach paix à son âme, quand vous parlez de vos enfants. Cette humanité-là, est-ce que c'est pas votre soupape de sécurité? Pour moi, c'est peut-être venir de la Suisse avec mes parents, ma sœur, ma femme, mes copains, tout le monde qui m'entoure, en fait, ils m'ont toujours laissé rester normal, je dirais. Parce que c'est vrai que c'est quelquefois difficile de rester normal si tu arrives quelque part et tout le monde te regarde ou il te compare à Jordan ou Zidane, qui étaient pour moi aussi deux idoles de moi. Et je les ai adorés voir faire leur truc. Et maintenant, ils sont plus actifs. C'est un peu triste, honnêtement. Mais je sais que les gens te voient comme super humain. Et quelquefois, c'est très bizarre et je ne me sens pas comme ça. Et je ne me vois pas comme ça parce que quand je regarde dans le miroir, je vois un jeune gamin qui aime bien jouer au tennis. Et voilà, peut-être j'ai gagné Wimbledon, d'accord, mais ce n'est pas le Wimbledon champion en face de moi. C'est moi. Voilà, plus le papa, plus le mari, plus le copain, plus le mec un peu comme ça. Alors, je sais, après aussi, il y a beaucoup de pression de vouloir plaire à beaucoup de gens, mais si tu passes le temps à espérer comment tu peux plaire à tout le monde, tu passes aussi à côté. Alors, il faut rester authentique, toi-même, et j'ai toujours essayé de rester ça. Et je pense que j'ai réussi, honnêtement, à le faire. Le début, c'est très complexe, parce qu'avec les médias, c'est difficile, parce que tu n'as pas beaucoup de confiance. Toi-même, moi, j'étais timide à l'époque. Alors, c'était pas facile non plus, mais j'aimais bien jouer sur les grands terrains. Alors, c'était... oui, tu passes des phases assez difficiles, mais en même temps, c'est quand même une vie de rêve que je vis. Et certaines fois, c'est bien d'être connu, quelquefois, c'est pas bien. À la fin, il faut que je protège ma famille. Et pour moi, c'est ça la priorité. Mais moi, quand je vous vois, à chaque fois, moi, j'aime Roger Federer en me disant, ce gars est de la même génération que moi. On a écouté peut-être la même musique. Je sais pas ce que vous écoutez comme musique. Je suis partout. Voilà. Alors, Dernier morceau. Dernier morceau, c'était quoi maintenant? Je suis beaucoup dans le deep house en ce moment, un peu le chill en ce moment. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est relaxant, ça détend pendant les massages ou à la maison comme ça, pendant le dîner. Voilà. Et moi, je me suis toujours dit, Roger, c'est un gars avec qui je peux jouer à la PlayStation. Oui, aussi. J'ai beaucoup joué à l'époque. Ouais. Voilà. Maintenant, ça va revenir avec les enfants maintenant, je pense. Mais à l'époque, je jouais beaucoup. Voilà, les jump and run games. Mon coach, il a le Game Boy ici. Il a repris le Game Boy. Ouais, il a joué le Tetris l'autre jour dans ma chambre. Et je lui ai dit, t'as pris le Super Mario aussi? Il dit, non, je l'ai laissé à la maison. Je dis, non, mais pas possible. Celui-là, je le finissais, je sais pas, 100 fois. Alors, non, j'ai beaucoup joué à la PlayStation. Alors, c'est vrai, oui, je suis une personne complètement normale. Malheureusement, avec le temps et aussi la fatigue quelquefois, j'arrive plus à faire tous les sports que je veux, comme le ski, le foot, le basket. Le ping-pong, le squash, je faisais tout ça à l'époque. C'est pas normal de faire tout ça. Hein. Je sais, c'est pour ça que ça doit attendre jusqu'à ce que je prends ma retraite. J'espère que ça, c'est encore assez loin. Alors, on verra bien. J'aimerais qu'on parle de l'Afrique du Sud. Parce que quand on dit en France, on l'appelle Roger, ça vous énerve parce que c'est Roger en hommage à vos origines. Au début, je me suis battu contre ça. Mais vous avez raison. C'est vrai, merci. Vous avez raison. Et ce que vous faites en Afrique du Sud, c'est extrêmement important. Merci. Parce que souvent, les sportifs s'engagent, mais sans vraiment s'engager, parce qu'ils ont des agents d'image qui leur disent c'est bien. Ouais. Et vous, je sais que c'est un engagement quotidien. C'est-à-dire que quand on va juste sur le site de la Fondation, elle porte votre nom et vous expliquez ce nom-là, si je la pose, c'est un label de qualité parce que je dois rendre des comptes aux gens. Oui, non, mais absolument. Je le fais avec grande passion. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fondation? Alors, déjà, une fondation, de créer sa propre fondation, c'est pas juste un truc vite fait, facile, voilà, parce qu'il faut être très transparent. Et j'ai réalisé ça il y a plus que 15 ans quand j'ai commencé ma fondation, en fait, que c'est très strict. Il faut avoir les meetings, les réunions, et après, tu as des partenaires et il faut en parler. Voilà. Alors, je voulais vraiment commencer très tôt, en fait, avec la fondation pour y apprendre aussi. Parce que je me souviens une fois des mots d'André Agassi, qu'il avait dit que j'espère, si seulement j'aurais commencé un peu plus tôt
Et lui, en fait, je crois qu'il avait commencé sa fondation à 28. C'est pas qu'il a commencé super tard non plus. Alors, voilà, quand j'avais 22 ou 23, j'avais le rêve de commencer ma fondation, en fait, et d'aider des jeunes pour avoir une meilleure éducation, une éducation de qualité. Et au début, on était un peu en Afrique, un peu partout. Pour finir, maintenant, on est plus dans le sud de l'Afrique, pas que l'Afrique du Sud, mais forcément, ça a commencé à Port Elizabeth ou en Afrique du Sud pour moi, parce que ma mère, elle est sud-africaine. J'ai passé beaucoup de temps, en fait, en vacances aussi là-bas. Et je connais le pays par ma mère et ma famille aussi. Et mon père, il adore, il voyage toujours l'Afrique 2 fois l'année, voilà. Et de pouvoir aider, en fait, c'est quelque chose, pour moi, c'était normal. Surtout, à un moment donné, quand j'ai passé le cap, en sachant que je pense que je vais passer 10 ans sur le tour, je vais faire un peu d'argent, je vais pouvoir inspirer des gens, motiver des gens aussi de participer ou faire leur truc. Parce que je pense que c'est aussi pas seulement de donner, mais aussi d'aider et de parler ensemble. Et d'apprendre. Et d'apprendre Parce que aussi. vous, votre fondation, c'est pas juste on aide, c'est on apprend. Exactement. Moi, j'apprends énormément et je me sens toujours que je suis qu'au début, en fait, de ma carrière au niveau de ma fondation. Alors, de pouvoir, maintenant, on a aidé 1 million d'enfants jusqu'à maintenant. Et aussi la possibilité de rencontrer des gens incroyables comme Bill Gates, tu vois, qui a énormément donné déjà avec sa fondation, ou Bernard Arnault. Et tu peux en discuter des choses... de charity, je trouve ça fabuleux. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit « Votre fondation m'a changé ma vie » ? Oui, quand je suis in the field. Sur le terrain ? Sur le terrain. Ça, c'est en fait les choses que je préfère le plus. Être président d'une fondation, tu vois, les réunions, c'est bien cool de pouvoir décider tout ça, mais après, être avec les enfants et de voir la différence que vraiment ça fait. Quand tu sais qu'autrement, ils ne seront pas à l'école, autrement, ils seront quelque part ailleurs, en train d'attendre ou aider leurs parents dans le champ. Et toutes les familles et tous les gens dans le monde entier, à la fin, ils cherchent la sécurité, ils cherchent de pouvoir faire quelque chose, de gagner leur vie, d'être content dans la vie. Et dans l'éducation, tu trouves tout ça. Parce que je pense que tu es un meilleur humain si tu peux aller à l'école et après... Ça ne part pas tout de suite. Tu le gardes pour toi, tu peux le partager. Ça te rend de nouveau plus confiant et tu deviens une meilleure personne. Alors pour moi, je vois vraiment cette avalanche qui peut vraiment changer des villages et peut-être aussi des pays à la fin, si on peut faire un changement systémique. Alors on est en train de bosser là-dessus, surtout dans le Malawi et en Zambie. Alors j'ai eu des voyages incroyables là-bas et je me réjouis de faire l'Afrique du Sud de nouveau l'année prochaine. Vous avez 4 enfants. Vous avez l'emploi du temps le plus surchargé de la Terre. Non, je crois pas, mais... Et vous dites, mes enfants sont la partie qui me prend le plus de temps. Est-ce que pour vous, le temps, c'est ce qu'on peut offrir de plus précieux à un enfant ? Oui, alors je pense qu'à la fin, quand il y a tellement de choses qui se passent, en fait, le temps, c'est toujours la chose la plus importante. Forcément, l'argent te donne une certaine sécurité, ça te calme les nerfs, parce que je comprends, si tu n'en as pas ou moins, forcément ça stresse et ça augmente la pression. Mais de pouvoir passer du temps sympa ou important avec tes enfants, tes parents, parce qu'ils ne seront pas toujours là pour toi, voilà, ils deviennent plus âgés, tout ça. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est pour ça que je parle beaucoup avec ma femme de voir comment on peut faire déjà, on commence la planif avec les vacances, parce que je pense pour nous, 6, les vacances sont primordiales pour qu'on adore ce qu'on fait. Après, juste passer le temps ensemble, de lire les histoires le soir, prendre le petit-déj avec eux le matin. Alors, pour moi, de pouvoir prendre aussi tous les enfants sur voyage, leur montrer, en fait, cette planète incroyable, parce que moi, ça m'a marqué les dernières 25-30 ans quasiment, je voyage déjà. Et maintenant de pouvoir prendre voilà, mes enfants. L'année dernière, je les ai pris à Tokyo, Shanghai, Chicago, Dubaï, Maldives, Australie, partout. Et ils reviennent, on repart quand de nouveau à Tokyo, on repart quand de nouveau à New York. Et ça, je trouve fabuleux. Alors, ça me fait beaucoup de plaisir de les voir grandir comme ça sur cette planète. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a transmis dans votre adolescence ou dans votre enfance que vous voulez toujours transmettre à vos enfants ?
Oui, alors pour moi, c'était complètement respect oui, vis-à-vis des autres gens, n'importe qui est l'autre personne en face, important ou pas, ça fait aucune différence. Et c'est aussi un peu comme ça que moi, je vis ma vie, avec ce respect pour tout le monde, parce que juste parce que tu es connu ou juste parce que tu es riche, pour moi, ça ne change rien. C'est sympa, quelquefois, de rencontrer forcément des gens qui inspirent beaucoup, qui sont énormément motivants quand tu les rencontres. Mais à la fin, chacun a son histoire, chacun a ses problèmes. Alors ça, j'essaye de beaucoup expliquer à mes enfants et je veux qu'ils soient contents avec peu, en fait. Et comprendre que la vie normale, quelquefois, c'est un peu ennuyeux, c'est calme. Voilà, tu ne fais pas grand-chose à côté de l'école. Quelquefois, tu dois apprendre de attendre. Ça ne continue pas tout le temps, comme une machine. Et pour nous, dans notre vie, où tout est organisé, tout est toujours un peu crazy, c'est un peu un challenge quelquefois, mais c'est là où c'est important d'avoir une bonne relation avec ta femme. Et c'est ce que j'ai avec Mirka. Alors, on a beaucoup de chance. Ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez dit je t'aime? À ma femme? À quelqu'un? Ah, à quelqu'un, bah, c'était mes enfants quand je suis parti de la Suisse. Ma femme, elle est là en ce moment. Alors, je ne lui ai pas dit. Peut-être je devrais lui dire aujourd'hui, en fait, avant d'aller dormir. Pas à la télé. Mais, non, mais souvent quand on téléphone, on se le dit, ouais. La question qu'on pose jamais aux grands champions ou aux légendes, parce que vous êtes une légende vivante, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Bah, je n'ai pas trop de regrets, honnêtement, parce que je pense que les choses se passent quelquefois d'une façon comme ça doit le faire. Voilà. Il y a certains chemins, tu fais les erreurs, forcément tu aimerais vite repartir comme dans un jeu vidéo. Voilà, ok, replay, je le refais ce match, je refais de nouveau ces vacances parce que c'était tellement joli. Mais les regrets, si tu vis dans le passé, et tu vis dans le négatif, pour moi, c'est un peu dommage parce que je regarde beaucoup vers l'avant. Je suis très positif. Et aussi le regret que j'ai eu avant, ce qui n'a pas bien marché, c'est important d'apprendre de ces moments pour moi et d'essayer de ne pas faire la même erreur plusieurs fois. Forcément de perdre. Je pense que les plus proches autour de moi, ça pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça me rend toujours très triste de penser à des gens que je ne verrai plus jamais. Alors, c'est pour ça, là, on passe une phase très sympa parce que tout le monde a des enfants, tout le monde se marie, tous mes copains autour de moi, on a tous entre 30 et 40, voilà. C'est fabuleux, mais aussi la génération de mes parents et les copains devient un peu plus âgée maintenant et ça, je sais que les prochains 20 ans vont être plutôt difficiles de ce côté-là. Ouais. En fait, c'est parce qu'on a l'impression que vous êtes construit une cellule tellement dure autour de vous. Et encore une fois, c'est le sens c'est le détail, c'est que si cette stabilité, s'il manque un être, on a l'impression que tout est dépeuplé. Je pense pas chez moi forcément, mais c'est vrai que si ma femme elle est plus en forme ou mes enfants sont pas vraiment en bonne santé ou ils aiment plus le voyage, c'est vrai qu'on ajuste tout et peut-être ça se finit par que j'arrête ma carrière beaucoup plus tôt que je veux, mais de toute façon à partir de là, j'ai jamais pensé d'aller jouer jusqu'à 37, 38. Alors pour moi, ma carrière m'a déjà tout donné, alors je suis prêt à arrêter à n'importe quel moment s'il y a des situations comme ça. Alors je pense que ça relaxe aussi en sachant que j'ai toujours la possibilité d'arrêter ma carrière s'il faut. Ouais. Moi, j'arrive pas à croire qu'un mec comme vous, il arrête un jour. Vous êtes drogué à la victoire. Non. Honnêtement, depuis, peut-être, je dirais même que depuis que j'ai gagné Wimbledon en 2003, ou j'ai gagné contre Sampras à Wimbledon, ou quand j'ai gagné Roland Garros au plus tard, il y a 10 ans, et j'ai gagné tous les grands chelems, et j'étais numéro 1 mondial. À un moment donné, tu es tellement content avec ce que tu as accompli, forcément, tu veux revivre les moments de frisson, les moments émotion, entre dans le stade et les gens sont waouh, et tu sens la foule. Pour moi, ça c'est pourquoi je joue encore au tennis. Mais je sais aussi que je serai très content aussi sans le tennis parce qu'à un moment donné, c'est normal, le corps il sera plus là ou le mental il est fatigué. Et après, il faut faire autre chose. Mais en tout cas, je regarde avec beaucoup de... J'étais très heureux avec ma vie jusqu'à présent. J'ai tellement appris du tennis et j'espère que ça, je peux prendre après dans la vie normale pour plus tard. Quand on est le héros de millions de jeunes, et même de millions d'êtres humains, de femmes et d'hommes, est-ce qu'on se doit d'être exemplaire à chaque fois?
Pas à chaque fois. Je veux dire, pour moi, c'est sympa d'être un sorte d'idole pour les jeunes. J'adore quand les parents viennent vers moi et me disent ah, tu m'as beaucoup aidé avec mon gamin parce qu'il a aussi passé des moments un peu difficiles et son comportement sur le terrain. Mais il te voit à la télé aujourd'hui, il te voit, tu es tellement serein et calme et on sait que tu n'étais pas toujours comme ça. Alors merci pour ça. Tu nous as donné tellement de moments fabuleux à la télé. On t'a suivi depuis tellement, on a l'impression qu'on te connaît. Quand les gens viennent me dire ça, ça me touche beaucoup. Mais j'essaie pas à chaque instant, à chaque moment d'être toujours exemplaire. Parce qu'aussi moi-même, j'ai besoin d'être relax et décompressé. Et si j'essaie de plaire à tout le monde, c'est pas la vie que je veux vivre. Je veux être moi-même. Et pour finir, ça se goupille bien avec... parce que j'aime bien être un idole pour les jeunes. C'était qui vos idoles à vous? Michael Jordan, Zizou, Edberg, Becker, Sampras. Ouais. Roger Federer, cette émission s'appelle Click. C'est quoi votre définition d'une clique? Pour moi, c'est sur un souris à l'ordinateur, le clic. Et après, un déclic, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Alors, et peut-être le clic aussi, c'est peut-être une bonne idée qui te vient en tête, avoir une grande inspiration, et au bon moment dans un match de tennis. Il faut beaucoup de clics là-dedans. Ouais. Une clique, c'est aussi une bande. Ouais. Bienvenue dans notre clique. Merci, c'est sympa. Merci beaucoup, Ça Roger. m'a fait plaisir. Merci, moi aussi. Okay. Merci beaucoup. Mm-hmm.